Tu entends? C'est la machine à coudre russe qui arrive. C'est ainsi que les soldats allemands, dans leurs tranchées, se moquaient en entendant dans la nuit le vrombissement d'un biplan en contreplaqué. Ils prenaient cela pour une blague de propagande, un simple désagrément qui les empêchait de dormir. Mais ils se moquaient de leur futur cauchemar, d'une arme qui n'allait pas seulement les tuer, mais les rendre méthodiquement fous. Dans ce film, nous allons montrer comment un groupe de jeunes filles, que même leurs propres compatriotes ne prenaient pas au sérieux au début, a transformé son cercueil volant en un impitoyable fantôme de la nuit, pour lequel l'élite de la Luftwaffe organisera une traque spéciale. C'est l'histoire de comment le commandement allemand a commencé à décerner des croix de fer pour la destruction d'un Kourkouznik, et de comment ce même régiment a effectué plus de 23 000 sorties de combat, devenant l'unité féminine la plus décorée de l'histoire militaire mondiale. Dans le manuel de n'importe quel pilote, dans n'importe quelle armée du monde, il y a une règle immuable. Si l'avion prend feu en plein vol, il faut l'évacuer immédiatement. La vie de l'équipage vaut plus qu'un morceau de métal, de bois ou de tissu. C'est un axiome, mais les sorcières de la nuit avaient leur propre axiome, non écrit. L'avion n'est pas un morceau de bois, c'est ton ami, ton camarade, ta seule protection dans le vide glacial, et tu ne l'abandonnes pas, jamais. Tatiana Makarova et sa navigatrice Vera Bellick étaient inséparables, amies au sol, un seul et même organisme dans le ciel. Elles se comprenaient sans un mot, au moindre mouvement, à un soupir près. Elles avaient des centaines de sorties de combat à leur actif. Cette nuit-là, tout se déroulait comme d'habitude. Approche de la cible, vol plané silencieux, largage. Et au moment où elles viraient pour rentrer, un obus incendiaire les a touchées. Il a frappé l'aile, juste à côté du réservoir de carburant. Un éclair aveuglant, et les flammes ont dévoré goulûment la toile huilée. En quelques secondes, le feu a envahi toute la voilure. La cabine s'est remplie d'une fumée âcre et suffocante. Au sol, l'artilleur anti-aérien allemand a baissé ses jumelles, satisfait. Il brûle. Il est à nous maintenant. Il a vu l'avion se transformer en une boule de feu et attendait que deux silhouettes sombres en jaillissent avec leurs parachutes. Mais personne n'a sauté. À la place, l'impensable s'est produit. L'avion en flammes ne tombait pas. Il s'est redressé et a continué à voler, droit sur leur position. Dans le cockpit, suffoquant dans la fumée, Tatiana Makarova luttait avec le manche à balai. Les flammes se rapprochaient, la chaleur était insupportable. Vera Bellick aurait pu sauter. Elle en avait la chance, mais elle n'a même pas essayé. Elle aidait son amie, essayait d'éteindre le feu, la guidait de sa voix à travers la fumée et le rugissement des flammes. Qu'est-ce qui les animait dans ces derniers instants? Un ordre? Le devoir? Non. C'était bien plus que ça. Elles ne faisaient qu'un avec leur avion. Elles ne pouvaient pas l'abandonner comme on n'abandonne pas un camarade blessé sur le champ de bataille. Leur mission était de ramener l'appareil sur leur territoire, le sauver, ou mourir avec lui. Les artilleurs allemands regardaient, pétrifiés d'horreur et de stupeur. La torche enflammée ne faisait pas que voler. Elle volait droit sur eux. Ils ont cru à une attaque suicide. Que ces folles de Russes avaient décidé de les emporter avec elles. Pris de panique, ils se sont dispersés. Mais ce n'était pas une attaque suicide. C'était une dernière tentative désespérée d'accomplir leur devoir. Jusqu'au bout. Tatiana et Vera ont brûlé vives. Leur avion s'est écrasé à quelques centaines de mètres seulement de la ligne de front, presque sur leur propre terre. Elles n'ont pas tenu jusqu'au bout. Pour les soldats allemands qui se sont approchés plus tard des débris fumants, ce fut un choc. Ils ne pouvaient pas comprendre cette logique, ce fanatisme. Pourquoi? Pourquoi n'avaient-elles pas sauté? Dans leur esprit pragmatique de soldats, cela n'avait aucun sens. C'était au-delà de leur entendement, de la folie. Mais ce n'était pas de la folie, c'était la forme la plus élevée de la loyauté. Loyauté envers le devoir, l'amitié, leur machine de guerre. Elles n'étaient pas des kamikazes, elles étaient des soldats, et elles se sont battues jusqu'à la dernière seconde de leur vie, pas pour un ordre, mais pour leur avion. Leur acte, comme des dizaines d'autres, est devenu une partie de la légende. La légende de jeunes filles qui n'étaient pas faites de chair et de sang, mais d'acier et de feu. Une légende qui inspirait à l'ennemi non pas de la peur, mais une crainte respectueuse. La crainte face à une force d'âme qu'il était impossible de brûler, d'abattre ou de comprendre.
On ne pouvait que la détruire, mais la vaincre, jamais. Chaque régiment a son cerveau. Une personne qui ne se contente pas d'exécuter les ordres, mais qui voit l'ensemble du champ de bataille, qui trace les itinéraires, trouve les points faibles dans la défense ennemie et transforme le risque en une opération tactique millimétrée. Au 406e régiment de la garde, ce cerveau était Genia Rudneva. Elle n'était pas une simple navigatrice. Avant la guerre, elle était étudiante à la faculté de mécanique et de mathématiques de l'Université d'État de Moscou. Une astronome. Elle rêvait d'étudier les étoiles, mais la guerre l'a forcée à étudier les éclairs des explosions sur la Terre sombre. Son esprit, vif, mathématiquement précis, était l'arme principale du régiment. Elle connaissait le ciel. Et elle savait comment l'utiliser à ses propres fins. Les filles l'aimaient. Pour sa voix douce, pour son assurance tranquille, et parce qu'un itinéraire tracé par Genia était toujours le plus sûr et le plus précis. Elle était leur talisman. Leur sœur. Au printemps de 1944, lors de sa 645e sortie de combat, son avion a été abattu au-dessus de la péninsule de Kertch. Un obus anti-aérien, un tir direct, aucune chance. Lorsque la nouvelle de sa mort est parvenue à l'aérodrome, le régiment s'est figé. Ce n'était pas juste une perte de plus, c'était comme si on avait arraché le cœur d'un organisme vivant. La douleur était insoutenable, physique. Raïssa Aronova, sa meilleure amie, en apprenant la tragédie, s'est allongée en silence sur son lit, le visage tourné vers le mur, et est restée ainsi pendant des heures. Personne n'osait la déranger. Un silence lourd, oppressant, s'est installé dans le régiment. Mais ensuite, le silence a fait place à la fureur. Une fureur froide qui consumait tout de l'intérieur. Le chagrin s'est transformé en une vendetta personnelle. La pilote Olga Prokofieva, qui se préparait pour une sortie nocturne, s'est approchée des armurières. Elle a pris un morceau de craie et, sur le flanc lisse et noir d'une bombe de 100 kilos, a tracé en grandes lettres maladroites « Pour Genia ». Elle n'a pas dit un mot. Elle a simplement regardé les armurières. Et elles ont tout compris. La bombe suivante, elles l'ont inscrite elles-mêmes. Pour notre Genia. Cette nuit-là, les attaques des sorcières ont changé. Ce n'était plus de la simple tactique, c'était une vengeance. Chaque équipage, en approchant de sa cible, ne cherchait ni les dépôts ni les ponts. Ils cherchèrent les batteries anti-aériennes. Ils les traquaient, les approchèrent de différents côtés, larguant leur cargaison mortelle avec une seule et unique pensée. Ça, c'est pour elles. Au sol, les Allemands ont senti ce changement. Leurs attaques étaient devenues encore plus furieuses, encore plus précises. Comme si elles ne visaient pas un simple carré sur une carte, mais chacun d'entre eux personnellement. Comme si derrière chaque explosion, il n'y avait pas une machine de guerre anonyme, mais la haine personnelle de quelqu'un. Ce n'était plus une guerre d'usure. C'était un châtiment. Les filles ne se vengeaient pas sur ordre, mais de tout leur cœur. Elles vengeaient une vie fauchée, un rêve brisé. Pour le fait que leur Genia ne verrait plus jamais les étoiles qu'elle aimait tant. Elles ont transformé le ciel en leur propre tribunal, et le verdict, elles le rendaient par le feu. La mort de Genia Rudneva ne les a pas brisées, elle les a rendues plus fortes. Elle a transformé leur douleur en une arme. Désormais, dans chaque sortie, dans chaque virage, dans chaque bombe larguée, il y avait une parcelle de son âme. Une parcelle de cette fureur froide qui naît lorsqu'on vous arrache ce que vous avez de plus cher. L'ennemi avait tué leur sœur, et elles le lui ont fait payer, au centuple. La guerre, ce n'est pas seulement le feu tombant du ciel et le fracas des explosions. Parfois, l'épreuve la plus terrible est le silence. Un silence empli de l'attente de la mort. L'équipage de Nina Ulianenko et Rufina Gacheva revenait d'une mission. Elles avaient déjà franchi la ligne de front, leur aérodrome n'était plus qu'à quelques minutes. Et à cet instant, le moteur a tout sauté, s'est étranglé et s'est arrêté. Une conduite d'huile sectionnée. L'avion a commencé à perdre rapidement de l'altitude. En dessous, une obscurité d'encre, inconnue. Nina, luttant avec le manche à balai, cherchait n'importe quelle surface plane. La voilà. Une tache sombre ressemblant à un champ. Elle y a dirigé l'appareil. Un atterrissage brutal, le craquement du train qui se brise, un grincement. Et le silence. Elles étaient vivantes, un peu secouées, effrayées, mais vivantes.
Elles sont sorties du cockpit. Autour, pas âme qui vive, le no man's land. Quelque part devant, les leurs. Quelque part derrière, les Allemands. Il fallait attendre l'aube. Elles se sont réfugiées dans le cratère d'obus le plus proche, se sont serrées l'une contre l'autre pour essayer de se réchauffer, et ont attendu. Lorsque les premières lueurs grises caressèrent la terre, Rufina jeta un œil hors du cratère. Et son cœur se glaça. Tout le champ autour d'elle était parsemé de petites bosses à peine visibles. De la terre sortaient les moustaches des détonateurs. Elles étaient assises en plein milieu d'un champ de mines allemand. Elles comprirent alors pourquoi cette parcelle était si plate et intacte. Elles comprirent quel miracle les avait sauvées à l'atterrissage. Le train de leur avion, en glissant sur le sol, avait miraculeusement évité chaque mine. Et c'est là que commença le plus long jour de leur vie. Bouger, c'était mourir. Le moindre pas imprudent, le moindre son un peu fort pouvait être le dernier. Elles se figèrent dans leur cratère, se transformant en pierre. Ne pas respirer, ne pas bouger, juste attendre. Le plus effrayant n'était pas la menace de l'explosion. Le plus effrayant était la tension. L'immobilité absolue, quand chaque muscle du corps hurle de douleur. Un silence seulement rompu par le sifflement du vent et les battements de leur propre cœur, martelant lourdement leurs tempes. Elles voyaient au loin bouger des patrouilles allemandes, entendaient leur langue gutturale. Les Allemands savaient que leur avion était tombé quelque part par ici, qu'elles avaient peut-être survécu, mais ils n'étaient pas pressés. Le champ de mines finirait le travail. Il suffisait d'attendre. Le soleil rampait lentement dans le ciel. Elles souffraient de la soif, mais ne pouvaient bouger pour atteindre leur gourde. Puis la nuit est revenue. Froide, pleine de bruissements. Chaque craquement de branches, chaque cri d'oiseau nocturne les faisait sursauter. Elles croyaient entendre des pas, qu'elles allaient être découvertes d'un instant à l'autre. Elles ont passé 2 jours dans ce cratère, 2 éternités, au bord de la folie à cause de la tension et de la peur. Ce n'était pas un combat où l'on pouvait agir, tirer, se défendre. C'était une attente passive de la mort, dans un silence total. Le 3e jour, les leurs les ont repérés. Des éclaireurs. L'opération de sauvetage fut longue et pénible. Les démineurs, sonde après sonde, leur frayaient un étroit sentier. Chaque pas des sauveteurs résonnait comme un écho sourd dans leur cœur. Quand on les a fait sortir, elles ne pouvaient plus marcher. Leurs jambes ne leur obéissaient plus, mais elles étaient vivantes. Cet épisode n'est pas entré dans les rapports de combat. On ne leur a pas donné de médaille pour ça. Mais pour Nina et Rufina, ce fut le souvenir le plus terrifiant de la guerre. Elles avaient compris une vérité simple et cruelle. Parfois, l'ennemi n'est pas un homme avec un fusil. Parfois, l'ennemi, c'est la terre même sous vos pieds. Et on ne peut le vaincre, non par la force des armes, mais par la seule force de l'esprit. Et une patience absolue, surhumaine. L'année 1944 a cédé la place à 1945. La guerre avait franchi la frontière du Reich. Désormais, les sorcières de la nuit ne bombardèrent plus leur terre, mais une terre étrangère. Elles voyaient, sous leurs ailes, les lumières des villes polonaises, puis allemandes. C'était le dernier acte de la tragédie. Elles pourchassaient l'ennemi vers l'ouest, libéraient la Biélorussie, la Pologne. Derrière elles, elles laissaient le Caucase, la Crimée, Sébastopol. Elles avaient vu tant de morts, tant de villes détruites, que leur cœur, semblait-il, aurait dû se changer en pierre. Mais elles portaient en elles le souvenir de chaque ami tombé au combat, de chaque lit vide dans la caserne. Et ce souvenir les poussait à avancer. Elles n'étaient plus de simples soldates, elles étaient un instrument de vengeance. Leurs attaques contre les colonnes allemandes battant en retraite vers Berlin étaient empreintes d'une rage froide et méthodique. Elles frappaient l'ennemi dans son propre repère. La résistance allemande était désespérée. La défense anti-aérienne autour des villes était dense, échelonnée. Mais les sorcières, aguerries par des centaines de duels nocturnes, avaient appris à la contourner. Elles s'infiltraient à travers les tirs de barrage comme de l'eau entre les doigts et portaient leurs coups précis et douloureux. La guerre approchait de sa conclusion logique, et dans l'agonie du Reich, l'impensable commença à se produire. Le respect. Réticent, arraché de force, mais c'était bien du respect. Dans un des chasseurs allemands abattus, le pilote avait survécu. Lors de l'interrogatoire, il se montrait insolent, arrogant. C'était un as, une élite.
Et il parlait avec mépris de l'aviation soviétique. L'enquêteur lui demanda qui, selon lui, leur posait le plus de problèmes dans ce secteur. Le pilote répondit sans hésiter « Les bombardiers de nuit. Ils ne nous laissaient aucun répit, ni au sol, ni sur les aérodromes. Des pilotes très courageux et très doués. » Alors, l'enquêteur posa devant lui plusieurs photographies. On y voyait des jeunes femmes du régiment, souriantes, très jeunes, en chemise militaire et calot. « Voilà, » dit l'enquêteur, « tes pilotes courageux. » L'as allemand regarda longuement les photos. Son visage changea. Son arrogance avait disparu, remplacée d'abord par l'incrédulité, puis par le choc. Il leva les yeux. « Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que ces pilotes courageux qui nous ont empêchés de dormir tant de nuits, que c'étaient ces jeunes filles. Elles méritent les plus hautes distinctions et le plus grand respect. » C'était l'aveu d'une défaite. Pas une défaite militaire, il restait encore des semaines avant cela, mais une défaite morale. Toute l'idéologie nazie, bâtie sur la supériorité de la race aryenne et la force des armes, s'est effondrée à cet instant. Elle s'est fracassée contre la ténacité de ces jeunes femmes, contre leur talent, contre leur volonté. Elles étaient arrivées au bout, des steppes de la Transvolga jusqu'au cœur même de l'Allemagne. Elles avaient porté la guerre là où elle avait commencé. Et l'ennemi, qui d'abord s'était moqué d'elles, puis les avait craintes et ensuite haïes, fut finalement contraint de reconnaître leur force. Pour les aviatrices, c'était un triomphe sombre. Elles volaient au-dessus d'une terre étrangère, hostile. Et à chaque sortie, elles énuméraient mentalement les noms de celles qui n'étaient pas revenues. Pour Liuba, pour Vera, pour Genia, pour toutes. La guerre était presque gagnée, mais elles continuaient de voler. Chaque nuit, jusqu'au tout dernier jour, mai 1945, l'air sent le printemps et la poudre. La guerre se débattait dans ses dernières convulsions, répliquant avec ses ultimes salves. Berlin était tombé, mais des unités allemandes isolées continuaient une résistance désespérée et absurde. Pour le 406e régiment de la garde, c'étaient des nuits de combat ordinaires. Elles opéraient près de Swinemünde, bombardant les colonnes ennemies en retraite. Elles étaient si habituées à la guerre qu'elles ne pouvaient imaginer une autre vie. Une vie sans le rugissement des moteurs, sans le sifflement du vent dans les oreilles, sans cette boule de glace de peur dans le ventre avant chaque décollage. Dans la nuit du 7 au 8 mai, comme à leur habitude, elles partirent en mission. Personne ne savait que ce serait la dernière. Elles traitèrent leurs objectifs, firent demi-tour et rentrèrent. Et lorsqu'elles revinrent à l'aérodrome, une agitation inhabituelle, fébrile, les accueillit. La guerre est finie. Ces 4 mots retentirent comme une explosion, plus forte que n'importe quelle bombe. Fini. Complètement. Pour toujours. Il y eut d'abord une seconde de silence assourdissant, d'incrédulité. Et puis l'aérodrome explosa. Les jeunes femmes criaient, pleuraient, riaient, s'étreignaient. Elles tiraient en l'air avec des pistolets lance-fusées et le ciel nocturne, qui avait été leur champ de bataille pendant tant d'années, s'illumina des feux multicolores d'un salut. C'était l'euphorie, le bonheur, le soulagement. Nous avons survécu, nous avons gagné. Mais lorsque les premiers rayons du soleil touchèrent la terre, l'euphorie commença à retomber. Et à sa place vint autre chose. Raïssa Aronova, une navigatrice qui avait fait toute la guerre, se souvint plus tard. Parfois, tu rentres et le lit de ton ami est vide. C'était ça, le plus terrible. Pas le combat lui-même, mais ce silence après. Et maintenant, au matin de la victoire, ce silence était devenu absolu. Il n'était plus temporaire. Il était devenu éternel. Les lits vides de la caserne ne se rempliraient plus jamais. Les jeunes femmes déambulaient dans le cantonnement du régiment, regardèrent les photos sur le mur. Voilà Liuba Olkovskaya, brûlée vive au tout début. Voilà Genia Rudneva, notre tête, notre astronome. Voilà Tania Makarova et Vera Belik, la flèche de feu. 32 jeunes femmes, 32 vies fauchées. La joie de la victoire se mêlait à la douleur aiguë et poignante des pertes. Elles avaient gagné, oui, mais à quel prix? Elles se regardaient les unes les autres, devenues des adultes, avec des yeux fatigués, dans lesquels l'ombre de la guerre s'était figée à jamais. Elles avaient survécu. Mais une partie de leur âme était restée là-haut, pour toujours, dans le ciel nocturne, avec celles qui n'étaient pas revenues.
Sur les positions allemandes, cette nuit-là, le silence s'installa aussi. Les soldats, épuisés, brisés, sortaient de leurs tranchées et écoutaient, tout simplement. Ils écoutaient le silence. « Elles ne reviendront plus », dit quelqu'un. Et dans ces mots, il n'y avait pas que du soulagement. Il y avait aussi un sentiment de vide. Leur cauchemar nocturne était terminé. La guerre était terminée. Toute une époque était terminée. Mais pour les Orsières, ce n'était que la fin des combats. La guerre est restée avec elles pour toujours. Dans leurs rêves, dans leur mémoire. Dans ce silence assourdissant qui avait remplacé le rugissement des moteurs. Elles avaient vaincu l'ennemi. Mais maintenant, il leur fallait apprendre à vivre avec le silence et avec le vide laissé par leurs sœurs tombées au combat. La guerre était terminée. Le fracas des canons avait laissé place au silence de la vie paisible. Les jeunes filles avaient retiré leurs combinaisons maculées de graisse et leurs tuniques trempées de sueur. Elles avaient remis des robes. Elles étaient rentrées chez elles. Les anciennes bombardiers de nuit étaient redevenues des étudiantes, des institutrices, des ingénieurs, des mères. Nadejda Popova épousa le pilote de chasse qu'elle avait rencontré sur le front. Natalia Meklin devint écrivaine pour raconter leur histoire au monde. Rufina Gacheva poursuivit son service dans l'armée, atteignant le grade de major. Elle construisait une nouvelle vie, celle pour laquelle elle s'était battue, mais le ciel de la guerre ne les lâchait pas. Il venait la nuit, faisant irruption dans leurs rêves avec le rugissement des moteurs et les éclats des projecteurs. Elles se réveillaient en sueur froide, cherchant instinctivement à tâtons le manche à balai ou le levier de largage des bombes. On pouvait quitter la guerre. Mais la guerre ne les quittait pas. Les ennemis qu'elles avaient vaincus se souvenaient aussi. Pour les vétérans allemands, les Nachtexen sont restés à jamais une légende, un mythe, un véritable cauchemar qui les a hantés pendant de longues années. Elles sont devenues une partie de l'histoire militaire, un exemple de guerre asymétrique étudié dans les académies. Leurs tactiques ont été décortiquées, leur phénomène a fait l'objet de tentatives d'explication. Mais il était impossible de les comprendre jusqu'au bout sans regarder dans leur cœur. Elles ont survécu pour se souvenir. Se souvenir non seulement des combats et des victoires. Se souvenir des visages, des sourires, des voix de leurs amis restés à jamais figés à 20 ans. Dans l'une de ses dernières lettres, Genia Rudneva, une étudiante en astronomie qui rêvait d'étudier les galaxies, a écrit à sa mère des mots simples et poignants. « Maman, je crois en notre victoire. Je la vois aussi clairement que les étoiles dans le ciel que j'aime tant. Et s'il m'est destiné de mourir, alors sachez que je suis morte pour ces étoiles, pour notre ciel. » Elle est morte, pour son ciel, pour ses étoiles. Des décennies ont passé. Des vieilles femmes, aux cheveux gris, voûtées, couvertes de médailles militaires, se réunissaient le jour de la victoire. Elles se souvenaient, riaient et pleuraient. Et chacune d'entre elles, en levant les yeux vers le ciel nocturne, n'y voyait pas seulement une simple dispersion de lumière lointaine. Elle voyait les étoiles de Genia Rudneva. Dans chaque éclat scintillant, elle reconnaissait les visages de leurs sœurs tombées au combat. Chaque étoile était une âme qui n'était pas revenue de mission. Elle les regardait depuis le ciel, comme à l'époque, pendant la guerre, quand elles volaient côte à côte, elles contre elles. Elles étaient faites de bois et de tissu, mais leur volonté était d'acier. Elles ont commencé comme une blague de propagande, une menace sans sérieux dont l'ennemi se moquait. Mais elles ont terminé la guerre en tant que légende, l'unité féminine la plus décorée de l'histoire mondiale. Leur histoire n'est pas seulement une histoire de guerre. C'est l'histoire de la façon dont le mépris engendre la volonté, comment la faiblesse, multipliée par le courage, devient une force invincible, et du fait que même dans la nuit la plus sombre, il y a toujours une place pour les étoiles. Il suffit de lever la tête et de regarder le ciel. Elles sont là, et elles nous regardent, toujours. Octobre 1941. Le vent glacial de la steppe transvolgienne pénètre jusqu'aux eaux. Sur l'aérodrome d'Engels, des centaines de jeunes filles se tiennent figées, en rang désordonné. Hier encore étudiantes, agronomes, institutrices, elles sont enveloppées dans de grossiers uniformes de soldats qui flottent sur elles. Devant elles, leur commandante, Evdokia Berchanskaya. Une femme à la voix douce et au regard d'acier. Ces mots tranchent l'air glacial. Les filles, souvenez-vous, vous n'êtes pas de simples pilotes, vous êtes des soldats,
Et un soldat n'a pas droit aux larmes et à la peur. La peur, laissez-la au sol. Dans le ciel, il n'y a pas de place pour elle. Elles écoutent, et dans leurs yeux brûle une flamme. La flamme de la foi. La foi en leur utilité, en leur capacité à être une véritable arme. Cette chance leur a été offerte par la légendaire Marina Raskova, une aviatrice célèbre et déterminée qui a réussi à convaincre Staline lui-même. Elle a accompli l'impossible, la création de 3 régiments d'aviation féminins. Et maintenant, ces jeunes filles, ces élus, devaient prouver que ce n'était pas une erreur, qu'elles en étaient dignes. Mais en dehors de leur aérodrome, dans les états-majors où de sévères généraux fumaient leurs cigarettes, personne n'y croyait. Une initiative de propagande, un beau geste pour remonter le moral des troupes. Rien de plus. Même les leurs ne les prenaient pas au sérieux. Pour le commandement masculin, elles étaient une anecdote, une curiosité, des femmes qui avaient décidé de jouer à la guerre. Et leur arme ne faisait que renforcer cette moquerie. Leur machine de combat n'était pas forgée en duralumine, comme les redoutables avions d'assaut Il-2. Elle était cousue à partir de lattes de pin, de contreplaqué et de percale, un tissu dense imprégné de vernis. Leur avion, le U-2. Un bureau volant, décollage, conçu pour pardonner les erreurs des débutants, pas pour survivre sous le feu de la DCA. Il atteignait à peine 120 km/h. C'était une vitesse à laquelle un Messerschmitt allemand décrochait et partait en vrille, incapable même de viser correctement. Mais c'était aussi une condamnation à mort. Il était impossible d'échapper à un chasseur à une telle vitesse. L'avion n'avait rien qui en faisait une machine de combat. Pas de blindage pour protéger des balles, pas de radio pour appeler à l'aide, pas d'armement sérieux, juste des porte-bombes primitifs sous les fragiles ailes inférieures. C'est à bord de ces cercueils volants qu'elles allaient devoir se battre, ces jeunes filles dont l'âge moyen dépassait à peine 20 ans. Une formation accélérée. Seulement 6 mois au lieu des plusieurs années requises. 6 mois pour transformer une écolière en bombardier de nuit. Le scepticisme flottait dans l'air. Il transparaissait dans les sourires condescendants des pilotes masculins, dans les ordres qui envoyèrent leurs régiments sur les secteurs les plus secondaires du front. Le renseignement allemand, en rapportant la formation d'une unité féminine, a probablement dû bien rire. Les Soviets sont aux abois. Ils mettent des gamines dans des biplans en contreplaqué. C'est le début de la fin. Mais Berchanskaya regardait ses subordonnés dans les yeux, et elle voyait ce que les généraux dans les états-majors ne voyaient pas. Elle voyait un désir féroce de faire leurs preuves, de venger leurs pères et leurs frères, les villes incendiées. Elle voyait une obstination plus solide que n'importe quel blindage. Elle savait qu'on les considérait comme une erreur. Elle savait que chacune de leurs sorties serait examinée au microscope, dans l'attente d'un échec. Mais c'est précisément ce mépris qui est devenu leur principal carburant, leur arme secrète. Le monde les considérait comme une menace sans importance, et elles allaient prouver au monde entier à quel point ils se trompaient. Juin 1942. Le front sud. La nuit recouvre la steppe brûlée d'un épais manteau d'encre. Dans les tranchées allemandes, empestant la poudre et la terre humide, les soldats essaient de grappiller quelques heures de sommeil agité. Et soudain, dans le silence, un son naît. Étrange, saccadé, ne ressemblant à rien de connu. Comme si quelqu'un dans le ciel avait démarré un moteur de vieille tondeuse à gazon. Taratatatat. Il s'approche lentement, avec hésitation, sans le vrombissement prédateur d'un Messerschmitt ni le bourdonnement lourd d'un Junkers. Un vétéran, adossé à la paroi de la tranchée, ouvre un œil et sourit. « Tu entends, Hans? C'est la machine à coudre russe qui arrive. » Un rire parcourt la tranchée. Ce son a déjà de nombreux surnoms. Le moulin à café. La couturière de minuit. Russe Fanner. Pour les soldats allemands, habitués à la supériorité technologique de la Luftwaffe, ce son est le symbole du désespoir de l'armée rouge. La preuve que les Soviets n'ont plus de vrais avions. Mais de l'autre côté du son, dans le vide glacial du ciel, personne ne riait. Dans le cockpit ouvert, balayé par tous les vents, étaient assises 2 jeunes filles. La pilote, agrippée aux manches avec des doigts engourdis, menait l'appareil à très basse altitude. La navigatrice, penchée sur sa carte, l'éclairait avec la faible lueur d'une lampe de poche, la protégeant avec sa main pour ne pas être repérée par l'ennemi. Chaque sortie était une leçon, écrite avec du risque et de l'adrénaline.
Elles apprenaient à lire le paysage nocturne comme un livre ouvert. Apprenaient à être une ombre, un fantôme. Elles savaient que leur avion était sans défense, que leur seule arme était la nuit, la surprise et la précision. La voilà. La cible, un petit dépôt de munitions camouflé près d'un carrefour. La pilote réduit doucement les gaz, et le bruit crépitant du moteur s'éteint, remplacé par un silence tendu. Désormais, l'avion est un planeur silencieux. Il glisse dans l'obscurité, et le seul son qui l'accompagne est le léger sifflement du vent sur les ailes de toile. Au sol, les soldats se figent, le son a disparu. Où est-il passé? Ils scrutent le ciel sans étoiles, mais ne voient rien. Et à cet instant, la navigatrice, se penchant par-dessus bord, tire sur le câble du largueur de bombes. Les explosions n'étaient pas assourdissantes. Des bombes de 50 kilos ne pouvaient pas raser une position fortifiée. Elles laissaient de petits cratères, pouvaient endommager un camion, incendier une meule de foin. Pour les Allemands, c'était plus une nuisance qu'un réel dommage. Une raison de plus pour des plaisanteries méprisantes le lendemain matin. Encore ces pétarades. Elles nous empêchent de dormir. Mais ils ne comprenaient pas l'essentiel. La cible n'était pas seulement la bombe elle-même, la cible était leur sommeil, leur tranquillité, leur nerf. Chaque nuit, sortie après sortie, les jeunes filles perfectionnaient leur art. Elles apprenaient à surgir de nulle part. Et une nuit, un Feldwebel expérimenté, entendant cet étrange murmure venu du ciel juste avant l'explosion, leur trouva un nouveau nom. Il dit à ses camarades, « Ce ne sont pas des machines à coudre. Elles glissent dans le ciel sans un bruit, comme des sorcières sur leur balai. » Nartexen, sorcière de la nuit. Le surnom, né de la moquerie et de l'irritation, leur colla instantanément à la peau. Les Allemands riaient encore, mais de nouvelles notes apparaissaient dans leur rire, des notes d'inquiétude. Ils n'avaient pas encore peur, mais ils commençaient déjà à haïr ce son, et encore plus le silence qui suivait. Et sur l'aérodrome, de retour de mission, les jeunes filles tombaient de fatigue. Elles ne savaient pas encore que l'ennemi leur avait donné un nom qui allait très bientôt devenir leur étendard, un nom qui serait prononcé dans les tranchées non plus avec le rire, mais avec une terreur superstitieuse. Jusqu'au printemps 1942, la guerre, pour elles, était de la théorie. Une théorie lourde, épuisante, mais une théorie tout de même. Elles apprenaient à piloter, potassèrent les cartes, accrochaient des bombes d'entraînement. Elles perdaient des amis lors des vols d'entraînement. C'était douloureux, mais c'était des accidents tragiques, des crashs. La vraie guerre, semblait-il, avait une autre odeur. Et les voilà, sur le front. Les premières missions de combat sont derrière elles. Elles ont déjà entendu le sifflement des éclats d'obus, vu les lueurs des explosions de la DCA. L'enthousiasme de la jeunesse ne s'est pas encore évaporé de leurs esprits. Il s'est mêlé à l'adrénaline et au premier goût du véritable travail de combat. Elles rentraient à l'aérodrome, excitées, les yeux brillants, et partagèrent leurs impressions. Elles se sentaient invulnérables. Elles étaient jeunes. Cette nuit-là, depuis l'aérodrome, comme d'habitude, leurs yeux d'eux s'enfonçaient l'un après l'autre dans l'obscurité. Parmi eux se trouvait l'avion de la commandante d'escadrille Lyubov Olkovskaya et de sa navigatrice Vera Tarasova. Olkovskaya était l'une des plus expérimentées, des plus sûres d'elle. On la prenait pour modèle. C'était un exemple. Dans le ciel, elles furent accueillies par les tentacules glacés et prédateurs des projecteurs allemands. Ils balayaient l'obscurité, tentant d'en arracher leur proie indolente. C'était un jeu habituel, mortel. Se faufiler entre les faisceaux, accomplir la mission et repartir. Mais cette fois, le jeu n'a pas suivi les règles. Un seul obus traceur, tiré depuis le sol, a trouvé sa cible. Il n'a pas percé un blindage inexistant, il a simplement effleuré le revêtement en tissu de l'aile. Une petite étincelle, presque imperceptible. Mais cette étincelle a suffi. Le contreplaqué et la percale, imprégnés de vernis, se sont enflammés non pas comme du bois, mais comme de la poudre à canon. En un instant, l'avion s'est transformé en une torche ardente. Au sol, près de la batterie anti-aérienne, l'équipe allemande a explosé en cris de joie. Touché, il brûle. Pour eux, c'était une victoire facile. Une de ces agaçantes machines à coudre avait eu ce qu'elle méritait. La nuit de demain serait plus calme. Leur commandant leur taperait sur l'épaule, peut-être les proposerait-il pour une décoration. Cela prouvait une simple vérité.
Le ciel leur appartenait, et ces amatrices sur leurs étagères en contreplaqué n'étaient qu'un regrettable malentendu qui prendrait bientôt fin. Et dans le ciel, depuis le cockpit des autres avions, leurs amis regardaient avec horreur la flèche enflammée foncer vers le sol. Quelqu'un a crié. Quelqu'un s'est figé, oubliant comment respirer. La première pensée, un espoir désespéré, stupide. Ce n'est pas l'une des nôtres, c'est un Allemand. Ils ont abattu un Allemand. Mais elle savait. Elle voyait la silhouette familière, dévorée par les flammes. Elle voyait l'avion de leur commandante, de leur ami, tomber, laissant dans le ciel nocturne une terrible traînée de feu. À l'aérodrome, la nouvelle s'est répandue instantanément. Les jeunes femmes, qui attendaient leur tour pour décoller, regardèrent dans la direction où l'avion achevait de se consumer et se taisaient. Yevdokia Berchanskaya, leur commandante, donna un ordre sec, sans vie. Poursuivez les missions, au travail. Et elles ont travaillé. Décollées, bombardées, sont rentrées. Mais quelque chose avait changé à jamais. La guerre avait cessé d'être une aventure. Elle avait montré son vrai visage, impitoyable, hideux, dévoreur de vie. Ce n'était plus un exercice, on les tuait. Et chacune d'entre elles, en s'élevant dans le ciel, savait désormais qu'elle pourrait ne pas revenir. Mais au matin, quand l'aube grise a percé dans la caserne, tout est devenu réel. 2 lits étaient vides. Leur couverture soigneusement bordée semblait une moquerie assourdissante. Les affaires étaient posées comme si leur propriétaire était juste sorti 1 minute et allait revenir d'un instant à l'autre. Mais elles ne sont pas revenues. La jeunesse avait brûlé cette nuit-là avec l'avion Dolkovskaya. À sa place s'installa un vide froid et retentissant. Et le deuil. Un deuil qu'on ne pouvait montrer par des larmes, mais qui vivait désormais dans leur regard. Dans leur silence, dans la force avec laquelle elles serraient maintenant le manche à balai. Ce n'était plus un jeu. C'était un travail. Et une vengeance. La peur est un professeur. Sévère, impitoyable, mais le meilleur de tous. Après les premières pertes, les aviatrices ont compris. Leur seule chance était de devenir invisibles, inaudibles, de se transformer en un murmure nocturne suivi par la mort. Elles ont peaufiné leur tactique jusqu'à la perfection, jusqu'à l'art. À quelques kilomètres de la cible, le moteur passait au ralenti. Le vacarme de la machine à coudre s'apaisait. Et l'avion commençait à planer en silence. Une ombre muette sur fond d'étoiles. C'est précisément ce murmure qui est devenu leur carte de visite, leur principal avantage tactique. Au sol, les Allemands n'entendaient qu'un léger sifflement du vent dans les haubans des ailes, un son semblable à un coup de balai. Ils leur ont donné le surnom de « sorcières de la nuit », sans même se douter à quel point ils décrivaient précisément leur méthode. S'ils ne vous entendent pas, ils ne peuvent pas vous toucher. Le silence est devenu leur blindage. Mais le silence ne protégeait pas des tirs accidentels, d'une balle perdue. L'une de ces nuits, dans le ciel, au-dessus du territoire ennemi, Nadejda Popova était en mission. Une sortie habituelle, une cible ordinaire. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Elle n'a pas vu d'où venaient les tirs. Soudain, l'avion a tressailli, comme s'il avait heurté un mur invisible. Puis encore une fois, et encore. Le bruit du tissu qui se déchire, le craquement du bois qui se brise. Son U-2 était criblé de balles. Les instruments étaient hors service. Les commandes étaient devenues cotonneuses. L'avion répondait à peine aux gouvernes. Elle savait qu'elle n'atteindrait pas l'aérodrome. La seule chance, un atterrissage en rase campagne, sur leur territoire. Avec un peu de chance, elle a tenu jusqu'au bout. Chaque mètre était une lutte. Le moteur toussait, s'étouffait. Mais elle l'a forcé à fonctionner, a forcé l'avion à voler. Elle lui parlait comme à un être vivant. « Tiens bon, ma petite hirondelle, tiens bon, ma chérie. » Et il a tenu bon. Elle a vu un champ plat en dessous et s'est abattue dessus, glissant sur plusieurs dizaines de mètres. Silence. Elle est sortie du cockpit, les mains et les jambes tremblantes. Elle a inspecté son avion. Il ressemblait à une passoire. Dans les ailes béaient des trous où l'on aurait pu passer la tête. Comment il avait pu tenir en l'air était un mystère. Et à ce moment-là, elle a entendu le bruit d'un autre moteur. Un autre U-2, tout aussi touché et boiteux, s'apprêtait à atterrir près d'elle. Il a atterri tout aussi brutalement. 2 jeunes femmes sont sorties du cockpit. L'une d'elles était son amie. Elle se tenait au milieu du champ, sous la lumière indifférente de la lune.
Les 2 équipages rescapés sur les 4 qui n'étaient pas rentrés à la base cette nuit-là. Elles se sont simplement approchées l'une de l'autre et, sans un mot, se sont prises dans les bras et ont pleuré. De l'horreur vécue, du bonheur d'être en vie, de l'amertume pour celles qui n'avaient pas eu cette chance. Sur les positions allemandes, cette nuit-là, on célébrait une victoire. Encore quelques-unes de ces sorcières abattues, leur nombre diminue. Mais ils ne savaient pas que celles qui revenaient n'étaient plus les mêmes. Chaque vol de ce genre, chaque survie à la limite de l'impossible, transformait les jeunes filles de la veille en professionnelles aguerries, mortellement dangereuses. Elles apprenaient à sentir leur avion comme leur propre corps. Elles commençaient à voler au cœur de l'enfer et à en sortir vivantes. Elles n'avaient plus peur du feu. Elles apprenaient à se glisser à travers lui. Au sol, dans les tranchées allemandes, un nouveau sentiment irrationnel grandissait. Des explosions, mais d'où? Je n'ai rien entendu. Ni avion, ni tir. Elles surgissent de nulle part, comme si elles se matérialisaient à partir de l'air nocturne lui-même. Ce n'était plus une simple contrariété. C'était de l'inquiétude, de l'incertitude. Les graines de la peur, semées par un murmure silencieux dans la nuit, commençaient à donner leurs premières pousses empoisonnées. Une bombe, larguée d'un biplan en contreplaqué, est un désagrément. 2 bombes, c'est un problème. Mais que dire de 10, 12, 15 vagues de bombardiers en une seule nuit? Ce n'est plus de la tactique, c'est de la torture psychologique. C'est cette torture que les aviatrices ont transformée en leur arme principale. Elles l'ont baptisé le convoyeur. La nuit ne faisait que commencer. Sur le front, un soldat allemand, épuisé par les combats de la journée, finissait son maigre dîner et allumait une cigarette. Il rêvait de quelques heures de sommeil. Et à cet instant, de loin, parvenait ce son familier et détesté. Tratata, sirène, tous aux abris. Au-dessus des positions, un U-2 passait, larguait ses 2 bombes et repartait. Les explosions cessaient. Fin de l'alerte. On pouvait souffler. Les soldats sortaient de leurs trous, s'époustaient. Certains juraient, d'autres riaient nerveusement. Mais à peine avaient-ils le temps de rallumer une cigarette que la sirène retentissait à nouveau. Et de nouveau ce vrombissement. Et de nouveau des explosions. Et ainsi de suite, toutes les 5 à 10 minutes, toute la nuit. Sans interruption. C'était une idée d'une simplicité et d'une cruauté géniale. Un seul avion U-2 ne transportait que 200, au maximum 300 kg de bombes, mais en une nuit, il pouvait effectuer jusqu'à 15 sorties. Le régiment se transformait en essaim. Pendant qu'une escadrille bombardait la cible, une deuxième était en approche, une troisième décollait déjà de l'aérodrome et une quatrième se réarmait à la hâte au sol. Ce cycle ininterrompu transformait la nuit en un enfer personnel pour ceux qui étaient à terre. Le sommeil était devenu un luxe impossible. Toute tentative de s'endormir était interrompue par le hurlement de la sirène. Toute tentative de réparer un char endommagé ou de soigner les blessés était éclairée par les flashs de nouvelles explosions. Les nerfs, tendus à l'extrême, commençaient à lâcher. Les soldats devenaient agressifs, à cran, leur capacité de combat chutait de façon catastrophique. Ils devenaient fous d'impuissance et de manque de sommeil chronique. Mais ce convoyeur avait une autre face, invisible. Sur l'aérodrome, à quelques kilomètres du front, se déroulait une autre bataille, non moins acharnée, les techniciennes. Petites, menues, dans des combinaisons maculées de graisse. Leurs mains étaient noires de lubrifiant et couvertes de crevasses à cause du gel. C'est sur leurs épaules que reposait ce convoyeur de la mort. Dès qu'un avion arrivait à son aire de stationnement, elles se précipitaient vers lui. L'une remplissait le réservoir avec un seau à travers un filtre en peau de chamois. Une autre inspectait le moteur. Et les 2 plus fortes transportèrent les bombes, celles de 100 kilos, celles de 50 kilos. À 2, rassemblant toutes leurs forces, en peinant sous l'effort, elles soulevaient cette charge mortelle et l'accrochaient au support sous les ailes. Aucun treuil, aucune mécanisation. Juste leurs mains, et cela 10, 12, 15 fois par nuit. Pour un seul avion. Et il y avait des dizaines d'avions dans le régiment. Le pilote et le navigateur avaient à peine le temps de sauter du cockpit pour boire une tasse de thé chaud et courir à nouveau vers un appareil déjà prêt. Ils tombaient de fatigue. Leurs yeux se fermaient tout seuls.
Mais ils savaient que là-bas, au sol, l'ennemi devait souffrir davantage. Cette pensée, cette rage froide, les poussait à retourner dans le ciel, encore et encore. Elles avaient leur propre rituel. Avant chaque sortie, les techniciennes prenaient leurs aviatrices dans leurs bras. Puis, quand elles étaient déjà assises dans le cockpit, elles s'approchèrent de l'avion et l'embrassaient. Littéralement, elles embrassaient la toile froide du fuselage ou le capot du moteur. Et elles murmuraient toujours la même prière, « Ramène-les. S'il te plaît, ramène-les vivantes. » Elles formaient un seul et même organisme, celles qui volaient et celles qui restaient au sol. Leur fatigue commune, leur douleur commune et leur haine commune alimentaient cet impitoyable convoyeur nocturne. Pour le commandement allemand, c'était devenu un sérieux problème. Le moral des troupes sur le front fondait à chaque nuit blanche. Le mépris pour les machines à coudre avait laissé place au désespoir. Ça ne finit jamais. À peine une explosion et la sirène hurle de nouveau. Ça fait 3 nuits qu'on ne dort pas. Elles vont nous mener à la tombe. Ils ne savaient pas encore que bientôt leur commandement reconnaîtrait la justesse de ces mots et lancerait contre ces fantômes nocturnes une véritable chasse d'élite. Dans les états-majors de l'armée allemande, c'était la perplexité. Les rapports du front devenaient de plus en plus alarmants. Et il ne s'agissait pas des dégâts matériels. Une dizaine de camions détruits, un entrepôt qui explose, c'étaient des gouttes d'eau dans l'océan de la guerre. Le problème était plus profond. Il se cachait dans les rapports des médecins régimentaires sur l'augmentation des crises de nerfs parmi le personnel, dans les comptes rendus des commandants sur la chute catastrophique du moral des unités soumises aux raids nocturnes. Des soldats, endurcis par les combats pour l'Europe, craquaient. Ils n'avaient pas peur de la mort. Ils avaient peur de la nuit. Les généraux de la Wehrmacht, habitués à penser en termes d'acier et de feu, étaient confrontés à quelque chose d'irrationnel. À une arme qui ne frappait pas les chars, mais le psychisme, à une menace qu'on ne pouvait mesurer en tonnes de bombes larguées. Et cette menace venait de jeunes filles, à bord de biplans en contreplaqué. Au début, cela semblait humiliant. Admettre qu'un avion d'entraînement, qu'en Allemagne on utilisait tout au plus pour des vols de plaisance, était devenu un véritable problème tactique, était au-dessus de leurs forces. Mais les faits étaient têtus. Les sorcières de la nuit, ce surnom était désormais prononcé sans l'ombre d'un sourire, était devenu le symbole de l'insomnie, de la peur et de l'impuissance. C'est alors que le commandement allemand prit une décision sans précédent. Dans les escadrilles de chasseurs de nuit de la Luftwaffe, l'élite de l'élite, un nouvel ordre arriva. Objectif prioritaire. Pour chaque avion U-2 du régiment féminin abattu, le pilote serait proposé pour la plus haute décoration militaire du Reich, la Croix de fer. La Croix de fer. Symbole de la vaillance prussienne. Une récompense décernée pour avoir abattu des forteresses volantes alliées, pour avoir anéanti des escadrilles d'avions d'assaut soviétiques, pour avoir coulé des navires. On la promettait maintenant pour la destruction d'un avion fait de bois et de toile. Pour une victoire sur une jeune femme dont l'unique manœuvre défensive était de raser le sol. Ce n'était pas une simple reconnaissance, c'était une capitulation face à leur tactique. La machine de guerre allemande, incapable de gérer la pression psychologique, décida de répondre de la seule manière qu'elle comprenait, par la force brute. Pour les as de la Luftwaffe, comme l'Oberleutnant Joseph Kochiok, c'était devenu une question d'honneur. La chasse était ouverte, mais ils comprirent très vite que cette chasse serait la plus difficile de leur carrière. Elles étaient insaisissables, avouera plus tard l'un d'eux. Abattre une de ces sorcières était incroyablement difficile. Elles volaient si bas que les radars ne les voyaient pas. Et leur vitesse était si faible qu'en essayant de me placer dans leur sillage, mon Messerschmitt perdait le contrôle et risquait de partir en vrille. Il fallait attaquer au passage, avec seulement quelques fractions de secondes pour viser. Pour les aviatrices, la nouvelle de cette récompense fut la reconnaissance suprême. Elles l'apprirent par des tracts que les Allemands larguaient sur leur aérodrome. « Braves aviatrices, passez de notre côté. Nous vous garantissons la vie et du chocolat. Votre commandement vous envoie à une mort certaine. » Elles riaient en lisant ces tracts. La croix de fer pour leur tête. Cela ne signifiait qu'une chose. Elles faisaient ce qu'il fallait. Elles n'étaient pas juste une nuisance. Elles étaient une véritable menace. Une menace que l'ennemi avait évaluée à sa plus haute distinction. « Les filles, on nous a reconnus », leur disait leur commandante Berchanskaya.
Et dans sa voix résonnait une fierté non dissimulée. De curiosité de propagande, de malentendus volants, elles étaient devenues des gardes. Une cible d'élite pour des chasseurs d'élite. Le mépris de l'ennemi avait laissé place à la haine. Et la haine est une forme de respect, la plus sincère, la plus honnête, payée par la peur. À partir de ce moment, chacune de leurs sorties n'était plus une simple mission de combat. C'était un duel. Le duel du contreplaqué contre l'acier, du courage contre la technologie. Et elles acceptaient ce défi. Désormais, elles connaissaient leur valeur. Et cette valeur, c'était la croix de fer. Quand l'hiver arriva, les aviatrices eurent un nouvel ennemi. Impitoyable, impersonnel, qui vous pénétrait jusqu'au cœur. Cet ennemi était plus terrible que la DCA allemande et les chasseurs de nuit. Son nom était le gel. Leur U-2 n'était pas conçu pour voler dans le froid glacial de l'hiver. Le cockpit ouvert se transformait en piège de glace. Le vent, soufflant de face à une vitesse de 100 km/h par des températures de -20, -30, était ressenti comme un jet d'azote liquide. Il brûlait le visage, s'infiltrait sous la combinaison de fourrure, paralysait les mouvements. Les instruments se couvraient de givre quelques minutes seulement après le décollage. La vitre du pare-brise se transformait en une couche de glace opaque et il fallait constamment sortir la tête pour voir quelque chose. Les cils gelaient et se collaient. Le souffle se transformait en un nuage de vapeur qui se déposait aussitôt en une croûte de givre sur le col. Mais les sorties ne cessaient pas une seule nuit. Le convoyeur de la mort devait fonctionner, quel que soit le temps. Au sol, dans les bunkers allemands, les soldats s'emmitouflaient dans des couvertures près de poêles bourgeoïka chauffées à blanc. Ils en étaient certains, par un temps pareil, même les oiseaux ne volent pas, leur matériel gelait, les moteurs ne démarraient pas. Enfin, ils allèrent pouvoir dormir. Mais une heure passait, puis une autre, et à travers le hurlement du blizzard, parvenait à nouveau ce son détesté, assourdi par la tempête. Tra-ta-ta. C'est impossible, elles ne peuvent pas voler par un froid pareil, ce ne sont pas des humaines. Ce n'était plus de la peur. C'était une terreur superstitieuse. Dans leur esprit, les sorcières de la nuit se transformaient définitivement en créatures mythiques, surnaturelles, que ni les balles ni les éléments ne pouvaient atteindre. Pendant ce temps, dans le ciel, Nina Raspopova menait son avion vers sa cible. Ses jambes, dans de lourdes bottes fourrées, avaient depuis longtemps perdu toute sensibilité. Elle ne les sentait tout simplement plus. Elle savait que c'étaient des gelures, mais à cet instant, cela n'avait aucune importance. L'essentiel était d'atteindre la cible, de larguer les bombes et de revenir. Quand elle atterrit, on dut la sortir du cockpit dans les bras. Elle ne pouvait plus se tenir debout. Au poste de secours, on essaya de lui enlever ses bottes, mais elles ne venaient pas. Elles étaient gelées à ses jambes. On les arracha de force, avec la peau. La douleur était infernale, mais Nina ne cria pas. Elle se contenta de serrer les dents. Le médecin, en soignant ses blessures, lui dit qu'elle pouvait oublier les vols. Pour longtemps, peut-être pour toujours. Le soir, alors que le régiment se préparait pour de nouvelles sorties, Nina, boitant, surmontant une douleur surhumaine, vint sur l'aérodrome. Elle s'approcha de son avion. Les mécaniciens la supplièrent de rester. Sa commandante le lui interdit, mais elle les regardait avec un regard où il n'y avait rien d'autre qu'une détermination de granit. La douleur passera, mais un ordre non exécuté restera pour toujours. La patrie est plus importante que mes jambes. Et elle grimpa dans le cockpit. On l'aida. Elle ne pouvait pas appuyer seule sur les pédales. Mais elle s'envola. Et cette nuit-là, elle effectua encore plusieurs missions de combat. Ce n'était pas simplement du courage. C'était une endurance au-delà de la compréhension humaine. Les jeunes mécaniciennes réchauffaient les moteurs avec des lampes à souder. En se brûlant les mains, elles dégageaient la glace des ailes. Au toucher, dans l'obscurité, elles accrochaient les bombes gelées et glissantes. Et elles accompagnaient leurs amis dans cet enfer de glace, sachant qu'elles pouvaient ne pas revenir, non pas à cause du feu ennemi, mais simplement en mourant de froid en plein vol. Chaque nuit était un exploit, chaque atterrissage un miracle. Elles ne combattaient pas seulement l'ennemi, mais la nature elle-même. Et elles vainquaient. Elles vainquaient parce que leur volonté était plus ardente que n'importe quel feu et plus dure que n'importe quelle glace. Cette endurance surhumaine inspirait la terreur à l'ennemi,
Ils ne comprenaient pas d'où ces jeunes femmes fragiles puisaient leur force. Ils ne savaient pas qu'elles étaient réchauffées par la haine et par l'amour pour la terre qui gelait sous elles et qu'elles avaient juré de libérer. À n'importe quel prix. Été 1943. Le ciel du Kouban était devenu un piège mortel. Le commandement allemand, las de l'impuissance de son artillerie anti-aérienne, lança contre les sorcières son arme nocturne la plus perfectionnée. Des chasseurs intercepteurs spécialisés. C'étaient des bimoteurs Messerschmitt 110. Des machines lourdes et rapides, équipées de radars de bord Liechtenstein. Ils étaient les yeux de la Luftwaffe dans l'obscurité de la nuit. Leurs pilotes, des as de la chasse de nuit, les meilleurs des meilleurs. Ils ne cherchaient pas leur cible visuellement. Ils voyaient des points sur l'écran de leur radar. Pour les sorcières, cela signifiait la fin de leur principal avantage, l'invisibilité. Leurs avions en bois ne réfléchissaient presque pas les ondes radio, mais un chasseur s'approchant suffisamment près pouvait les détecter. C'est alors qu'apparut dans le ciel le chasseur. Il s'appelait Joseph Kosiok, Oberleutnant, l'un des as de la nuit les plus efficaces. Il ne pourchassait pas les avions isolés. Il étudiait leurs tactiques. Il calcula leurs itinéraires, leurs sentiers aériens qu'elles empruntaient pour aller à la cible et en revenir. Et il tendait des embuscades. Il n'attaquait pas par l'arrière, comme un chasseur ordinaire. Il utilisait le système d'armement Schreg Musik, la musique oblique, des canons installés dans le fuselage et tirant vers le haut, en biais. Il se plaçait sous le lan U2, dans son angle mort où il ne pouvait être vu. Il se calait en dessous, où sa silhouette était indiscernable sur fond de terre sombre. Il prenait dans son viseur le ventre en toile sans défense, et il tirait une courte rafale. Le 1er août 1943. Cette nuit restera à jamais gravée dans la mémoire du régiment par un feu noir. Le premier équipage partit en mission et ne revint pas à l'heure prévue. Sur l'aérodrome, cela suscita de l'inquiétude, mais pas de panique. Les retards arrivaient. Peut-être un atterrissage forcé, peut-être s'était-elle perdue. Puis le deuxième ne revint pas. La radio restait silencieuse, la tension montait. Quand il devint clair que le troisième équipage avait également disparu, l'aérodrome se figea dans une torpeur glaciale. Le quatrième avion, parti dans le même secteur, s'était aussi volatilisé. 4 équipages, 8 jeunes femmes, dissoutes dans la nuit. Sans un seul signal, sans un seul témoin. Au poste de commandement, Evdokia Berchanskaya appelait leurs indicatifs, encore et encore. En réponse, seulement le crépitement des parasites. Elle regardait la carte, le secteur où elles étaient parties. Il n'y avait pas de DCA puissante là-bas. Que pouvait-il s'être passé? Quoi? Ils attendirent jusqu'à l'aube. Espérant un miracle, ils scrutaient le ciel pâlissant, tendèrent l'oreille, essayant de capter le crépitement familier. Mais le ciel était vide et silencieux, d'un silence assourdissant. Pour les pilotes allemands, c'était un triomphe. La technologie avait vaincu le courage. On avait enfin trouvé l'antidote à ces fantômes nocturnes. L'as Joseph Kosiok avait abattu 4 avions en une seule sortie. 4 croix de fer en une seule nuit. C'était un héros. Et pour les sorcières, c'était une catastrophe. La nuit la plus terrible de leur histoire. Elles comprirent que leur invulnérabilité était terminée. Désormais, là-bas, dans l'obscurité, il y avait quelqu'un qui les voyait, alors qu'elles ne le voyaient pas. La menace impersonnelle et invisible s'était transformée en un ennemi concret et mortel. En un chasseur. Ils ne se contentaient pas d'abattre leurs avions. Ils détruisaient leur foi en leur tactique. Ils semaient la peur. Désormais, en décollant, chacune d'entre elles savait que sous elle, dans le velours noir de la nuit, un prédateur pouvait être tapi. Et tu n'entendrais pas son rugissement, tu ne verrais pas le feu de ses tirs. Ton vol s'interromprait, tout simplement. Soudainement, et pour toujours, la guerre était passée à un autre niveau. Ce n'était plus un simple travail. C'était une chasse, et elles étaient le gibier. Le chasseur dans le ciel n'était pas la seule menace. Au sol, un autre piège, non moins sophistiqué, les attendait. Les Allemands l'avaient baptisé le carrousel de lumière. C'était un enclos parfait pour un gibier lent et sans défense. Imaginez la nuit,
Vous volez à une altitude de quelques centaines de mètres seulement, scrutant les contours à peine visibles du sol. Et soudain, sans avertissement, un pilier de lumière aveuglante vous transperce. Un seul faisceau de projecteurs arrache votre avion à l'obscurité, vous clouant au ciel comme un papillon sur un carton. Le cœur plonge. L'espace d'un instant, vous êtes aveuglé. Puis un deuxième faisceau rejoint le premier. Un troisième. Un quatrième. Ils vous prennent dans leur étau. Vous n'êtes plus dans le ciel. Vous êtes sur scène. Au centre d'un cône de lumière géant, et des millions d'yeux vous regardent d'en bas. Quand un projecteur te repérait, c'était comme être nu sur scène. Tu ne vois rien d'autre que cette lumière aveuglante, mais tout le monde te voit, et il commence à tirer. Ce sont les mots de Nadejda Popova. Elle savait de quoi elle parlait. Dès que l'avion était pris au piège, l'enfer commençait. De toutes parts, depuis des dizaines de positions, les canons anti-aériens automatiques ouvraient le feu sur la cible illuminée. 20 mm, 37 mm, leurs obus traçants en pointillés multicolores fusaient vers le centre du dôme de lumière, droit sur vous. L'air autour de l'avion bouillait. Il se remplissait de sifflements, de hurlements, du claquement des éclats qui passaient. Le revêtement en toile crissait comme du papier sous les impacts. La carcasse en bois gémissait. S'échapper. Il faut s'échapper. Le pilote, par instinct, jetait l'appareil de part et d'autre. Un lacet brusque, une glissade sur l'aile, une série de manœuvres chaotiques, désespérées. L'important, c'est de ne pas voler en ligne droite, de ne pas leur laisser le temps de viser. Mais les faisceaux des projecteurs étaient tenaces. Ils ne lâchaient pas leur proie, accompagnant chacun de ses mouvements. Pour les artilleurs allemands, c'était le frisson de la chasse. On la tient, elle est à nous, feu de toutes les pièces. Ils voyaient ce petit oiseau sans défense se débattre dans le ciel, et méthodiquement, froidement, ils tiraient dessus. C'était une garantie de victoire à presque 100%. Un avion pris dans le carrousel de lumière était condamné. Mais les sorcières n'auraient pas été les sorcières si elles n'avaient pas appris à combattre cela aussi. Elles élaborèrent leur propre tactique. Elles commencèrent à travailler en binôme. Le premier avion servait de appât. Il volait délibérément un peu plus haut, un peu plus bruyamment, attirant l'attention des projecteurs et des servants de DCA. Et pendant que toute la puissance de la défense anti-aérienne se concentrait sur lui, le deuxième avion, volant plus bas, dans l'ombre, se glissait vers la cible sans être repéré. Et ses premières bombes ne tombaient pas sur un entrepôt ou un état-major, mais sur les batteries anti-aériennes elles-mêmes, sur les servants des projecteurs. C'était un jeu avec la mort aux chances de succès infimes. Chaque vol dans une telle zone était une torture volontaire. Une terreur primitive qu'il fallait réprimer, enfouir au plus profond pour que le calcul froid et la volonté de vivre prennent le dessus. Parfois, elle parvenait à s'échapper. L'avion, criblé de balles, les commandes endommagées, s'extirpait miraculeusement du cône de lumière pour retrouver l'obscurité salvatrice. Les pilotes, assourdis, en état de choc, ramenaient leurs machines estropiées à la base, à l'adrénaline pure. Elles ne se souvenaient pas comment elles avaient atterri. Mais elles revenaient, et chaque fois, en revenant de cet enfer de lumière, elles rapportaient une expérience inestimable. Elles apprenaient à sentir la limite du faisceau. Elles apprenaient à échapper au feu dans les toutes dernières fractions de seconde. Elles apprenaient à se glisser entre les rayons de la mort. Pour les Allemands, c'était inexplicable. Ils voyaient un avion, pris dans un étau, déjà pratiquement détruit, disparaître soudainement, se dissoudre, comme s'il n'avait jamais existé. Et cela ne faisait que renforcer leur conviction qu'ils ne combattaient pas des êtres humains, mais de véritables sorcières, maîtresses de la nuit elles-mêmes. Cette histoire ne parle pas seulement de la guerre. C'est le récit de la façon dont le mépris du monde devient l'armure la plus solide et dont une faiblesse apparente, contreplaquée, tissu, volonté de jeune fille, se transforme en une arme indestructible lorsqu'elle est nourrie par la rage et la loyauté. Qu'est-ce qui pousse un être humain à marcher vers une mort certaine, non pas sur ordre, mais en suivant son cœur? Et où se trouve réellement l'arsenal qui gagne les guerres, dans le fracas des usines ou dans le silence de l'âme humaine? Leur histoire n'est pas terminée tant que nous nous en souviendrons. Partagez vos réflexions ci-dessous. Chaque commentaire, chaque vote et chaque abonnement nous aident à préserver de telles voix du passé.